Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la Rétro, votre kaléidoscope hebdomadaire de l'actualité sur Canal 2 International. Ce dimanche, nous parlons d'émigration clandestine. Elle s'appelait Isabelle Merci Pouma et cette semaine, elle a rallongé la longue liste de ces migrants victimes de la route de l'horreur. Les vidéos de ce périple qui a viré au drame ont ému la toile cette semaine et comme elle, ce sont près de 300 000 Camerounais, des jeunes surtout, qui s'engagent chaque année sur cette route vers l'Europe selon des chiffres rendus publics en février dernier par les Nations Unies. Nous tenterons donc de comprendre ce regain d'intérêt pour l'immigration clandestine malgré les multiples campagnes de sensibilisation qui sont faites pour enrayer le phénomène. Notre invité nous édifiera. Son nom, Alain Robert Lipoti. Il est lui-même un ancien migrant mais également le président de la REC, l'association pour les rapatriés et de lutte contre les migrations clandestines. Nous le retrouverons dans quelques poussières de secondes sur ce plateau. Mais avant, coup d'œil dans le rétroviseur avec le round-up de l'actu. À tout de suite. Des soldats de la santé aptes à sauver des vies, mais qui ne peuvent le faire dans les structures hospitalières publiques parce que cloués au quartier depuis 1 an. Ils ont pourtant fait leur classe pendant 7 ans dans les écoles de formation de l'État. Aujourd'hui, ils n'en peuvent plus d'attendre et ils l'expriment. Non à la suspension verbale de l'intégration des médecins formés dans les facultés publiques. Surexploitation dans le privé et sous-payés. 700 médecins au chômage après 7 ans de formation sont entre autres messages qu'on peut lire sur leur pancarte. Il n'y a aucune note qui me fait mention de ce qu'après la formation doit être intégrée. Aucune note. L'administration n'est pas verbale, madame. L'administration, elle est écrite. Nous attendons que le gouvernement non seulement nous intègre et nous affecte, parce que la médecine que nous pratiquons, c'est effectivement pour soigner la population. Avec l'amour de notre pays, nous pensons que le Cameroun a besoin de médecins. Nous avons demandé plusieurs fois audience au ministre Santé. C'est la 3e fois qu'il nous a envoyé chez le directeur des ressources humaines, qui ne nous a pas donné de réponse officielle. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans l'incertitude. Une vingtaine de médecins mobilisés pour représenter les près de 800 formés dans les facultés de médecine de Yaoundé, Douala, Boya et Bamenda. Tous ne demandent qu'à servir, surtout au moment où le Cameroun est en pleine crise sanitaire due à la pandémie à coronavirus. On ne peut pas parler d'humanisation des soins sans humaniser ceux qui prodiguent ces soins-là. C'est une incongruité, c'est une aberration. On ne peut pas faire ça. Ce message, ils espèrent, n'est pas entré dans les oreilles de sourds. Ils n'entendent pas lâcher prise, dans l'espoir d'avoir une suite favorable, ne serait-ce qu'à leur demande d'audience, finalement déposée dans les services du Premier ministre au chef du gouvernement, ceux de où à Yaoundé. Sous le soleil doux d'un lundi, médecin dans la peau de débrouillard. Ça, c'est mon outil de travail, c'est ma blouse qui est à l'intérieur. On vient de recevoir un patient de la famille là. Richard Bassenenen, docteur pour faire complet. Lui, médecin sorti de la faculté de médecine et de sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1, le prestigieux CUS d'antan. Dans le compte de cette misère conjuguée au présent, 1 millier de médecins formés entre 2013 et 2020 mis officieusement au banc de touche. L'Ordre des médecins du Cameroun enregistre environ 1100 médecins par an. Cette année, le concours d'intégration offre 50 places. Pour le recruteur de l'État, c'est l'argent qui manque. La soutenabilité budgétaire, qui est un élément important dans tous les recrutements. Si l'État recrute pour ne pas payer demain, vous avez parlé de sit-in tout à l'heure, vous allez les retrouver encore assis devant les services du gouvernement, du Premier ministre pour dire nous ne sommes pas payés. Non. L'État cette année, sur l'effectif de la ressource humaine à recruter, a fait une division par 2. De plus de 3 000 à 1 550. Pour chaque recrutement, 4 étapes à franchir. L'expression des besoins par les différentes administrations de l'État. L'élaboration d'un projet de recrutement soumis à l'appréciation du Premier ministre. L'avis du ministre des Finances qui juge de la soutenabilité budgétaire. Et enfin, l'élaboration d'un plan de recrutement définitif. Tout cela en année N-1. Nous sommes en 2021, c'est-à-dire que le plan de recrutement que nous exécutons est soumis à la validation préalable du Premier ministre chef du gouvernement en 2020.
Plan de recrutement élaboré sur la base des besoins exprimés donc par le ministère de la Santé publique. Là-bas, on parle d'un déficit de 500 médecins environ. Pas plus grave que le besoin en infirmiers estimé à 30 000 ou encore en médecins spécialistes d'environ 2 000. Dans la corbeille de solutions possibles, il y a donc la spécialisation et la subvention de l'État. Peut-être qu'on pourrait penser à une forme de mesures incitatives pour que les jeunes puissent s'installer soit individuellement, soit en groupe, vous voyez, et insérer dans les curricula une formation de manager ou de management des formations médicales privées. La vérité en fond, c'est qu'il n'est pas soutenable pour l'État de recruter le millier de médecins sortis de ses facultés. Encore que le besoin serait bien moins. Suspendu mardi par la chambre de jugement de la commission d'éthique de la FIFA pour une période d'1 an, Issa Hayatou doit faire face, en plus des problèmes de santé, à des conséquences liées à son rang dans le monde du football. Lui, qui a été honoré le 18 janvier dernier au titre de président d'honneur de la CAF, en marge du CHAN. Avec la Coupe d'Afrique des Nations à venir, tout se complique pour l'ex-patron du football africain. Les conséquences aussi, effectivement, c'est comme vous dites, dans la représentation, dans la partie officielle, dans la partie protocolaire des cérémonies. Non, il ne peut plus être là. Le tirage au sort de la CAN, c'est le 17 août, il me semble. Je crois qu'il ne sera pas là. Il ne peut plus être là comme invité, en tout cas. Et puis, il y a la CAN elle-même. Je crois qu'il avait certainement un rôle à jouer. C'est un rôle de conseiller. Et sur le plan diplomatique, sur le plan de l'image et tout, je crois qu'il doit battre, de mon point de vue, il devrait battre en retraite. Au lendemain de sa défaite à la CAF face à Ahmad, Issa Hayatou avait reçu la reconnaissance de la nation à travers le chef de l'État qui le nomma PCA de l'Académie nationale de football. Un poste qui ne devrait souffrir de rien selon le juriste des questions de sport, Maître Éric Bissot, qui nous a précisé dans un entretien téléphonique que l'ANAFOOT, étant une structure publique, n'a aucun lien organique avec la Fédération camerounaise de football, par conséquent, aucun lien avec la FIFA. Déjà condamné par la justice égyptienne sur le dossier Lagardère Sport, il y a 2 ans, avec une amende de 24 millions d'euros, cette suspension d'1 an de toute activité liée au football détruit peu à peu le beau château d'intégrité et de renommée qu'Issa Hayatou a durement bâti tout au long de sa carrière dans le football. Au lendemain de l'Assemblée générale des cadres de l'Union des populations du Cameroun, tenue à l'initiative de Simon Bolivar Ndjaminondi, la réponse ne s'est pas fait attendre. Pour nous, c'est un épiphénomène. Ce qui s'est passé dans un bar à Vogada, ça fait partie de l'animation de la préparation du congrès. La résolution issue de ce conclave, tenue sous le signe de la réconciliation, ne trouve pas écho favorable auprès d'une frange des UPCistes. Ici, l'on décrit l'illégalité, voire l'illégitimité des acteurs de séance. Tant qu'on n'a pas un statut émis au Congrès ou par le comité directeur, encore moins par le secrétariat général de l'UPC, on ne peut pas prétendre prendre une résolution au nom de l'UPC. Entre le Congrès de 2017 et aujourd'hui, il n'y a pas une autre structure que celle dirigée par Pierre Balaguencourt pour prendre des résolutions. Une constante reste, le congrès prévu du 11 au 12 septembre prochain aura lieu. Les activités préparatoires sont en branle dans les bastions de l'UPC. Donc on vient de tenir notre assemblée générale qui a eu lieu à Boumibé avec plus de 1000 jeunes venus de partout. Et comme était le thème de notre assemblée, on a dit désormais, faisons déjà cher, que tout revient comme avant. Pour y arriver, un front nationaliste pour l'alternance est en gestation. Dans les prochains jours, le comité directeur a convoqué une conférence de cadres, pas pour des agitateurs, mais pour ceux comme le Manidem, l'UPC Manidem, le MOSI, qui se sont constitués en partie à part. Toute chose qui permet de garder vif l'espoir d'une unité retrouvée. Un bus renversé, des bagages éparpillés ça et là, des passagers qui jamais n'arriveront à destination. La localité d'Hawaï sur la nationale numéro 10 est précisément le lieu d'Ivok et Sindi, entre tristement dans l'histoire du Cameroun. Un accident de la circulation survenu la nuit du 4 au 5 août dernier, aux environs d'1 h du matin, a brutalement arraché à la vie
16 Camerounais en déplacement de Yaoundé pour Bertois. Des dizaines autres, passagers de cette compagnie de voyage, ont été transportés d'urgence dans une formation sanitaire et parmi eux, 6 cas critiques. La route a davantage tué la nuit dernière à Batienga, au lieu-dit pont de Lembe. Sur le carreau, 22 morts et de nombreux blessés. Un camion semi-remorque et un bus de transport en commun impliqués dans cet accident. Un autre accident et pas des moindres, c'est celui survenu toujours la nuit dernière, cette fois dans l'arrondissement de Makenene, précisément au lieu du Nyokon 1. Le bilan ici fait état de 2 morts et 26 blessés. À l'origine, une collision entre un bus d'une autre compagnie de transport et le camion d'une certaine société. Au total, 40 morts enregistrés dans la région du centre dans la nuit du 4 au 5 août. Si le ministre des Transports, dans un communiqué signé ce jeudi, accuse la négligence des entreprises de transport en commun et de marchandises, Jean-Ernest Massenangale Bibehe annonce la suspension, notamment de ces compagnies de transport, en cas d'une nouvelle implication dans un accident de la circulation. Telle une forteresse fermée à la presse, l'hôpital général de Douala, transformé en scène de la mort pour l'artiste Coty François, renferme les cris de détresse des proches de la légende de la musique camerounaise. Conduit ici en urgence depuis une autre formation sanitaire ce mercredi matin en raison de douleurs abdominales, le fils de Souza jouera sa dernière note en début de cet après-midi, celle d'une mélodie du malheur qui a envahi la ville, accompagnée d'un ballet de personnalités venus pleurer un ami, un frère, un père. J'avais une relation particulière avec Coty parce que ça fait des années que nous sommes ensemble. À l'époque où les artistes étaient unis comme les notes de musique, on était toujours ensemble. Même quand il a commencé son faux mari, c'est avec nous. Nous, on n'a rien touché. On a joué au Parc des Princes pendant des années. Coty François, c'est mon papa. Je viens de perdre mon deuxième papa. Coty François m'a adopté. Ça fait plusieurs années. C'est un Coty François qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui musicalement dans le monde artistique. C'est quelqu'un qui a pris des risques de mettre son argent pour moi, là où beaucoup ne voulaient pas en mettre. Quelques heures écoulées et un cortège accompagnant la dépouille de Coty François fait sa sortie. Il sera sur le chemin de l'hôpital militaire de Douala, rattrapé par des parents abasourdis par la nouvelle. Le corps sera déposé à la morgue de la garnison, sous le regard impuissant des camarades du pilier du Makossa qui avaient un album en préparation. Je dis qu'il me manque de mots, je ne sais pas de quoi vous dire, je suis touché sincèrement. La chanson est en studio, en plein studio, on n'a même pas encore fait la moitié du travail, qu'il est parti, j'étais chez lui il y a une semaine. On en a parlé, je lui ai même titillé, je l'ai titillé en lui disant mais il faut qu'on bosse dur dans cet album parce qu'on ne sait jamais, ça peut être ton dernier album. Il dit non mon fils, je tiens encore fort, je peux encore faire autant. Nous étions en train de faire le recouvrement forcé. Avec vous, voici les délégués de la SONACAM et le président Ifoudou, les gens Pierre Sommet. Et sa fille m'a appelé pour dire que Djené Djento, ton grand frère vient de mourir. J'ai dit quoi, il a eu quoi? On dit voici le corps qu'on est en train d'entraîner à la morgue. Et depuis 10 heures que nous sommes à la morgue de l'hôpital général, nous venons de poser le corps. Vous voyez, nous sommes de passé. Je ne sais même pas ce que je peux dire. À 70 ans, Coty François range son micro. Comme il le chantait en 1981, le voilà qui s'en va rejoindre la terre de Souza, qu'il a vu naître. C'est l'histoire tragique d'une fille qui rêvait grand. Changer le destin de sa famille en regagnant la France. Ngopuma, né en 1984, un nom qui résonne fort entre les lignes du livre des morts dévoré par le désert. Sa vidéo agonisante a fait le tour de la toile, filmée par des compatriotes camerounais avec qui elle tentait l'aventure. Pas de réelle précision sur le désert où elle est morte. Voici une vidéo de route dans laquelle elle est encore vivante. Les Beaux-Ailleurs, comme ils se font appeler, se soutiennent mutuellement. Le Beaux-Arts, ici c'est au désert, père.
On est comme ça en train de choquer le désert. 2 personnes d'après les sources sont mortes avant Elisabeth. Nous avons retrouvé des témoignages d'autres migrants dans cette vidéo sur les réseaux sociaux. Parce qu'on a creusé la terre de nos propres mains. On lui a emballé, puisque les chauffeurs nous ont relaté que sa maladie, elle n'était pas simple, qu'on ne devait pas la toucher avec les mains. Qu'on doit l'emballer dans les gras avant de lui porter, afin de lui mettre dans le trou qu'on a fait au désert. On a creusé le sable. Les Arabes, justement, puisque quand on parle, c'est le désert, ce sont les Arabes. Et on lui a mis dans le sable, ils ont exigé qu'on mette toutes ces choses avec elle, en dehors de son téléphone et son espèce qu'elle avait sur elle. Parce que c'est grâce à ça qu'on avait réussi à contacter sa famille. À Douala, où elle résidait, c'est la consternation. Et chaque parent a envie de voir son enfant prospérer. Elle a cru que peut-être, avec ce chemin, elle va réussir. Pour moi, nous sommes dans une famille, le Onkol Babimbi 2, très pauvres nous sommes. Elle a décidé d'aller chercher la vie. Si un comme moi me demanderait de conseil, je ne lui dirais pas de prendre cette route. C'est ici au marché de la Cité des Palmiers que Ngo Pouma se débrouillait en posant des ongles et en vendant les chaussures. Ses amis et voisines sont sous le choc, encore qu'elle est partie sans rien dire à personne. C'était mon ami. On faisait nos choses ensemble, mais elle est partie, ça me fait vraiment très très mal. C'est moi qui le coiffe ici dimanche soir. Elle me paye bien. Lundi, bon, je lui vois, elle rentre faire ses achats. Mais mardi, quand je demande à son fils, maman est où? Il me dit que maman a voyagé. Sans me dire là où maman est partie. Au domicile familial, au lieu dit haute tension, les frères regrettent les réactions acerbes des internautes à l'endroit de leur défunte sœur. La réponse de rien. Pourquoi? Parce que si Gompuma avait réussi, c'est que c'est pas ce que les gens ne veulent pas dire, c'est qu'ils sont en train de raconter. Ce n'était pas la première fois que Ngo Pouma tentait de regagner l'Europe. Le passeport espèce à 150 000. Elle a fait une carte d'identité espèce aussi à 55 000 parce qu'elle voulait à tout prix partir. Donc c'est les dernières paroles que je suivais d'elle. La famille compte organiser quelques soirées de veillée en sa mémoire, mais le plus dur encore reste de comment faire pour entrer en possession du corps qui a d'ores et déjà été inhumé par ses compagnons de route. La famille espère donc que les autorités compétentes puissent faire quelque chose dans ce sens-là. Depuis Mbedi, haute tension dans l'arrondissement de Douala 5e, Marius Kossou et Yasser Trésor Tanon pour Canal 2 International. Retour sur ce plateau de la rétro avec notre invité, alors Robert Lipoti, président de la REC, l'association pour les rapatriés et de lutte contre l'émigration clandestine. Alors Robert, bonjour. Bonjour madame et bonjour également aux nombreux téléspectateurs de Canal 2. Bienvenue sur ce plateau de la rétro ce dimanche. Merci. Alors Robert, on a remarqué l'actualité très garnie, a été très garnie cette semaine, mais vous n'avez sûrement pas loupé ces images qui ont circulé sur la toile. Une quarantaine de jeunes partis de Douala le 21 juillet dernier et qui tiennent comme une sorte de carnet de route au quotidien via leur smartphone, mais également cette femme qui a rendu son dernier soupir dans le désert. Quel a été votre sentiment lorsque vous avez visionné ces images? Un sentiment d'indignation, plein d'émotions. Ces images me replongent sur mon parcours personnel il y a quelques années. Et c'est le lieu pour moi, et également au nom de toute l'association, de présenter nos sincères regrets à la famille éprouvée, mais aussi et surtout à ce milliers de jeunes Africains qui perdent leur vie tous les ans au désert et en mer Méditerranée. Alors, comment comprendre ce phénomène dans le cas d'Isabelle Ngo Pouma? S'agit-il de migration, d'émigration ou d'immigration, simplement? Nous sommes là dans un contexte d'émigration. Émigration, donc émigrer, c'est le fait de quitter son pays pour aller s'installer dans un autre pays. L'immigration, quant à elle, est simplement le contraire.
C'est-à-dire qu'un Français qui quitte la France pour le Cameroun immigre. C'est cette différence qu'il faut souvent faire parce que nous nous rendons compte qu'on parle beaucoup plus d'immigration, mais là on tient plutôt compte du contexte de l'étranger, de l'Europe en particulier. Mais là, au risque de me répéter, nous sommes là dans un contexte d'émigration. Elle a émigré. C'est un peu ça. Alors, selon des chiffres rendus publics, le 5 février dernier, ici même à Yaoundé, au Musée national, les Nations Unies faisaient savoir qu'ils sont au nombre de 300 000 jeunes environ qui prennent la route chaque année contre vents et marées, un chiffre qui va croissant au fil du temps, malgré les multiples campagnes qui sont faites pour freiner le phénomène d'émigration clandestine. Vous-même, vous avez été l'instigateur d'une de ces campagnes. Il s'agit de la campagne Look Ayamba qui Cameroun. Le gouvernement camerounais également a mis sur pied le programme d'aide au retour et à l'insertion des jeunes de la diaspora. C'est en abrégé Paris Jeudi. Comment comprendre ce regain d'intérêt pour la route de tous les malheurs? Il faut revenir sur les causes. Je pense que nous sommes là pour essayer, n'est-ce pas, d'élaguer les causes. Vous avez si bien indiqué que ces chiffres sont croissants. Et les causes, justement, en dehors, n'est-ce pas, de l'aspect économique, qui est assez souvent remonté en surface, je pense qu'il y a là ce cause, n'est-ce pas, qui concerne l'environnement, en fait. Notre environnement, parce que j'aime le dire assez simplement, en posant 2 ou 3 petites questions, tout en revenant pour essayer de faire savoir que, en fait, comme je l'ai dit, c'est l'environnement qui est aussi la cause, n'est-ce pas, l'une des causes majeures. Si je pose cette petite 2 ou 3 questions, où vont nos dirigeants en vacances? Où vont-ils se faire soigner? Où fréquentent leurs enfants? Quand nous répondons à ces 3 petites questions, nous allons nous en rendre compte justement que le jeune qui est au quartier, qui voit, n'est-ce pas, le dirigeant qui va à l'étranger, en Europe notamment, pour se faire, pour faire le shopping, et aussi ce que j'indiquais tantôt, et que les chaînes de télévision aussi étrangères depuis plus de 60 ans, plus de 100 ans d'ailleurs, ne projettent que les images de cette Europe qui est le paradis sur terre. Et tout de suite, on a l'impression que ce n'est que là-bas, dans le reportage. Vous avez suivi comment un membre de la famille disait, si elle réussissait, on n'aurait pas dit cela. Donc, il y a ça. Maintenant, non, les campagnes que nous menons portent sérieusement les fruits. Des chiffres peut-être? Oui, je rappelle que le projet Look Ayamba a été le tout premier projet de sensibilisation majeure au Cameroun. Et après ce projet, nous avons également implémenté Cameroun Mon Aventure, un projet qui est un projet conjoint Union Européenne-OIM pour la protection et la réintégration des migrants au Cameroun, qui a pu ramener, au départ, il fallait ramener 850 Camerounais pendant 3 ans, donc de juillet 2017 à décembre 2020, mais avec les problèmes de la Libye que nous connaissons tous, l'OIM a pu ramener au Cameroun à date plus de 5000 Camerounais et on a pu réinsérer plus de 3000 à ce jour. Et nous avions distribué les 2 campagnes couplées, plus de 22 000 magazines en bande dessinée, retraçant ce parcours et parlant de cette migration. Nous avons également organisé des workshops, c'est-à-dire nous avons invité des migrants qui ont vécu dans ces mêmes conditions pour les encourager à partager leur expérience. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'une fois rentrés au Cameroun, les gens rentraient dans leur coquille à cause de la honte, à cause de tout ce qu'ils ont vécu, n'en parlaient pas. Et on les a encouragés d'en parler. Je pense qu'ils sont en train de le faire. Nous avions également mené, au cours de cette campagne, les projections documentaires, notamment dans les lycées, les collèges, les universités, mais aussi auprès des communautés. Mais monsieur, où nous avions vu assez souvent les élèves craquer au cours de ces activités. Donc, pour me résumer, nous avions pu atteindre au moins 1 500 000 Camerounais.
Et nos cibles, en fait, ce ne sont pas ceux qui étaient, en tout cas ceux qui ont vécu dans ces conditions qui sont rentrés, qui sont devenus pour la plupart aujourd'hui des trafiquants. C'est ce que vous ne connaissez pas. Au niveau de Douala, par exemple, ils s'organisent à recruter, n'est-ce pas, les migrants qui veulent partir et prendre la route avec eux. C'est ce que beaucoup ne savent pas. C'est sur ce point que je voulais vous relancer. Vous parlez de réinsertion lorsqu'ils reviennent. À quoi s'occupe-t-il? Comment se passe réellement la réinsertion qui est opérée par votre association? Quelles sont les activités au-delà de l'aspect campagne de sensibilisation? Concrètement, à quoi s'occupe-t-il lorsqu'ils rentrent? Ben nous, quand les migrants sont du retour, nous allons vers eux. Nous les apportons un soutien psychologique qui est hyper important parce qu'il y a beaucoup de migrants qui sont rentrés, qui sont devenus fous, qui sont morts, qui n'ont plus de vie. D'autres ont même préféré repartir ailleurs. Le volet réinsertion proprement dite est mené par l'OIM et aussi des ministères sectoriels. Le ministère de la Jeunesse, vous avez évoqué le Paris jeudi, et d'autres encore. Donc c'est pour cette raison que je vous ai dit que l'OIM, à travers le projet conjoint Union européenne OIM, qui est coordonné par le MINIREX, a pu insérer plus de 3000 Camerounais à date. Et cette réinsertion continue. Donc quand ils rentrent, ils font un business plan. Ils présentent ce qu'ils peuvent faire. Ils encouragent beaucoup plus les activités, les projets pérennes, l'agriculture, le levage, pour aussi employer justement d'autres personnes. Donc les montants vont, je pense, entre 500 000 et parfois plus d'1 million, en fonction, n'est-ce pas, de la nécessité du projet. Mais il faut dire, hein, Monsieur Alain Robert Lipoti, que la question de l'immigration clandestine n'est pas uniquement une question spécifique au Cameroun, c'est une question qui touche l'Afrique subsaharienne en général. Justement, en début de semaine, on a pas moins de 400 émigrés clandestins qui ont été sauvés au large de la Méditerranée. Reportage Monique Naoussi. Ces 394 migrants sauvés de justesse dans la Méditerranée voyageaient dans un bateau en bois et en surcharge. Les secours arrivent au moment où le moteur cesse de fonctionner et le bateau en train de prendre de l'eau. 2 navires de sauvetage humanitaire appartenant aux ONG françaises et allemandes ont mené l'opération pendant 6 heures au large des côtes tunisiennes. Les migrants sont partis de la Tunisie et de la Libye vers l'Italie et d'autres pays de l'Europe. D'après l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, plus de 1100 personnes ont péri cette année en Méditerranée. Ces migrants sont principalement venus du Maroc, du Bangladesh, d'Égypte et de la Syrie. Il s'agit selon l'OIM des personnes qui fuient les conflits et la pauvreté en Afrique et au Moyen-Orient. Le 25 juin 2021, au moins 267 migrants ont été secourus au large de la Tunisie. Il y a 1 mois, l'on enregistrait un naufrage dans lequel plus d'une dizaine de Camerounais périssaient. Et voilà le phénomène d'émigration clandestine qui est commun à tous les pays environ d'Afrique noire, en tout cas les pays d'Afrique subsaharienne. Monsieur Lipoti, comment comprendre cet intérêt accru pour cette route qui mène à l'Europe, une route de tous les dangers? Pourquoi vouloir toujours braver ces différentes étapes, ces différents obstacles? Est-ce qu'on ne peut pas voir derrière cet enclin à aller vers l'Europe, même le développement dans la zone du Maghreb de l'activité criminelle? Est-ce que ce n'est pas parce que les Africains d'Afrique subsaharienne veulent tant aller en Europe qu'on observe des cas de viol, d'agression, de maltraitance, d'esclavagisme même dans la zone du Maghreb? On parle de la zone de Zaroui. Oui, ma première analyse répond à cette question. En fait, si nous prenons globalement l'Afrique subsaharienne, nous sommes d'accord que presque le même système se vit dans tous les pays d'Afrique du Sud du Sahara. Et donc, les gens veulent par tous les moyens partir parce que l'environnement, ça, j'explique beaucoup plus cet aspect-là
dans mon livre qui va paraître bientôt, parce qu'on a tendance à négliger cet aspect. Votre livre? Oui, de Yaoundé, Amélia, Cahier de mon aventure. C'est le titre de mon prochain livre qui va paraître bientôt aux éditions Proximité. Et donc, quand vous êtes avec des gens qui voient une certaine façon de faire, ben, ça devient une seconde nature. Et dans tous les pays de l'Afrique du Sud du Sahara, justement, c'est presque la même chose où les cadres ou des dirigeants ou tout ce beau monde-là vont de l'autre côté. Et on a justement, en fait, le citoyen lambda pense justement que c'est là-bas le paradis. Et très souvent, ça devient assez compliqué, quel que soit ce que vous pouvez leur dire. Et justement, c'est là où intervient le rôle des trafiquants qui, à leur tour, parce que le trafic, n'est-ce pas, des êtres humains génère de l'argent à un degré incroyable. Peut-être les gens ne le savent pas. Sur les 3 trafics majeurs qui existaient dans le monde, notamment le trafic des armes, le trafic de la drogue et le trafic des êtres humains. Donc pour le trafic des êtres humains, c'est pratiquement 30 milliards d'euros tous les ans. Et parfois, c'est un trafic qui a, n'est-ce pas, qui a pour responsable des personnes assez souvent les plus imaginées. Et vous ne vous posez pas de questions. Ces images en mer où on voit des gens mourir, assez souvent, qui prennent ces images? Je tiens donc à vous rappeler que les trafiquants pullulent la Méditerranée avec les bateaux frigoriques. Une fois que le bateau chavire, ils prennent tout ce corps, ils les dévorent, ils récupèrent les reins, les poumons, les cœurs, pour aller vendre dans des pays riches. Il y a un document qui a circulé où on nous faisait savoir qu'un rein peut coûter aux États-Unis pratiquement 30 millions de francs CFA. Vous conviendrez donc avec moi que c'est un trafic suffisamment organisé avec des personnes les plus insoupçonnées du monde. Et ce qui a lieu de faire, nous allons arriver certainement aux propositions, mais avant d'y arriver, je pense qu'au niveau de l'Afrique du Sud du Sahara, particulièrement, l'Union africaine ou alors ce pays devait prendre cette question en charge, la question de la migration irrégulière, la traite des êtres humains en charge. Mais est-ce qu'on peut revenir sur votre expérience à vous? On sait que vous avez quitté le Cameroun, vous avez emprunté le même chemin que ces jeunes-là, vous vouliez aller en Espagne. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment a été votre périple? Qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer? En fait, je quitte le Cameroun, les causes, comme je le disais, beaucoup plus sur l'angle économique. Après les études, il n'y a pas de boulot. Mes amis qui vivaient à l'époque en Afrique du Nord et quelques-uns en Europe me motivent de partir. J'ai pu m'organiser, j'ai eu de l'argent, j'ai pris la route au départ de Yaoundé. Douala, je retrouve le Nigeria par Ikom, Jos Plateau, Kano, Zender au Niger, déjà je continue à Agadez, Arlit où on fait des convois. Nous partons de là, justement dans mon convoi on était 23 personnes. Nous avons fait 2 semaines au désert et on a perdu un compagnon de voyage dans les mêmes conditions que Madame Pouma. Et exactement comme le monsieur expliquait, on a dégagé le sable, quelques 50 cm, on l'a foutu dedans et on a pris son sac à dos, on a posé dessus et puis on a continué. Et au cours de ce voyage, nous voyons justement les corps en état de putréfaction avancée au désert, nous voyons les ossements humains. Et les trafiquants nous faisaient savoir que ce sont les corps des migrants, ce sont les ossements humains des migrants. À un moment donné, j'étais déboussolé, je ne savais pas quoi faire. En fait, je continuais à respirer, mais je n'étais plus un être humain. Par la grâce de Dieu, on a pu atteindre Tamaracet, qui est la première ville d'Algérie au départ du Niger, où nous rencontrons une énorme difficulté encore. Migrants irréguliers ne peuvent même pas séjourner dans des maisons ordinaires. Nous sommes obligés d'aller séjourner dans des rochers à 10 km de la ville de Tamaracet, derrière l'aéroport pour ceux qui connaissent Tamaracet. Et après, on a pu continuer pour le Maroc. Au Maroc encore, nous sommes à Maknia, je vais raccourcir, je ne vais pas tout raconter, c'est assez long. Et donc à Maknia, pour continuer au Maroc, nous devrons former des convois. Cette fois-là, il n'y a pas la possibilité de prendre la voiture parce qu'au Maroc,
migrant irrégulier, vous ne pouvez même pas vous acquitter d'un ticket de transport. Et il n'est même pas envisageable d'utiliser les faux documents. C'est ainsi que les anciens mettent sur pied un système où on marche à pied. On quitte Maknia pour aller à Nador, qui est pratiquement à 450 km. Nous ne passons pas par la voie normale. Nous contournons. Mais qu'est-ce qui vous a décidé finalement à rentrer au Cameroun? Ben justement, nous continuons, comme je l'ai dit, et nous vivons dans le monde des décharges publiques. Quand on atteint Nador, on vit en forêt à Mawari, où nous quittons de là pour aller tenter l'aventure avec les échelles sur la barrière de Milia, où j'y arrive effectivement à Milia, où j'ai passé quelques temps pendant que je cherchais, n'est-ce pas, à obtenir les documents. Parce qu'en fait, quand vous êtes à Milia, c'est pas tout. Vous devez aller au commissariat, vous devez aller du commissariat au centre de rétention. Maintenant, entre ces deux endroits, si on vous interpelle, on vous renvoie à l'extérieur, donc au Maroc. Et donc, il y a une autre organisation qui, nous appelons les attaques massives, n'est-ce pas, à la barrière. Il y a eu encore beaucoup de migrants africains du sud du Sahara. Et l'Espagne décide de ratisser toute la ville. C'est ainsi qu'on nous ressort au Maroc. On nous met dans un camp militaire à Nador. Et puis de là, toutes les nationalités étaient regroupées. Le Cameroun est aussi venu. Vous savez, nous avions une représentation diplomatique à Rabat. Nous recenser. Et puis un jour, on nous met dans un vol au départ de Casablanca pour Douala. Donc c'est dans ces conditions. Justement, c'est quand nous rentrons. D'ailleurs, au camp déjà, je commence à en parler aux compatriotes qu'il est question de mettre sur pied une association pour que nous puissions parler de cette question à visage découvert afin que ce que nous avons vécu, par la grâce de Dieu, nous ne sommes pas morts, que cela n'arrive pas aux autres. D'où la création de la REC. Votre témoignage pourrait certainement aider ces milliers de jeunes qui peut-être mûrissent cette idée de prendre la route, un de ces quatre. On voudrait comprendre, c'est vrai, vous avez cité l'aspect peut-être conjoncturel, économique, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un aspect psychologique qui voudrait que le noir ait toujours ce sentiment d'être inférieur à celui qui est à l'hémisphère nord, ou encore l'influence, le matraquage, même le lobbying mené au niveau des réseaux sociaux qui fait croire que le paradis est ailleurs? Oui, ben, c'est exactement cela. Moi, je préfère englober ça sur un seul versant que je considère comme environnement. Tout ça, c'est notre environnement. C'est l'environnement dans lequel nous vivons, où même nos compatriotes qui vivent à l'étranger, quand ils rentrent ici, ils ne disent jamais réellement ce qui se passe. Ils se prennent pour des demi-dieux. Pour certains même, ils promettent à certaines personnes de les faire voyager. Vous voyez, cette envie-là enfle la plupart, n'est-ce pas, de nos jeunes et même nos familles. Les parents ne partent pas, ça, il faut aussi l'évoquer, mais ils sont prêts, n'est-ce pas, à débourser des sommes d'argent pour faire partir leurs enfants pour un voyage incertain, juste parce qu'ils espèrent ils croient que quelque temps après, on va commencer à envoyer beaucoup de millions, beaucoup de voitures, beaucoup de mèches et d'autres choses pour pouvoir être aussi quelqu'un d'une importance inimaginable dans la société. Donc c'est un peu ça. On va évaluer maintenant les conséquences, non seulement sur l'être lui-même, l'émigré qui s'engage dans cette aventure-là. Généralement, c'est des êtres détruits qui nous reviennent. Ils ont évolué pendant longtemps, généralement, dans un environnement où la sacralité même de l'être humain est bafouée, foulée aux pieds. Quelles sont les conséquences que vous avez recensées, vous, en tant qu'expert en la matière? Ben, les conséquences, on dira tout simplement qu'il y a d'abord la perte du temps, la perte d'argent. Il y a même aussi la perte de l'être, il y a la mort qui est aussi là. Mais une fois que ces personnes-là rentrent, ils se rendent compte justement qu'ils ont tout perdu. Elles ont tout perdu, je vais dire, c'est avec beaucoup de grâce que certaines arrivent à se réinsérer dans la société. C'est le lieu justement de féliciter toutes ces associations, toutes ces organisations internationales, notamment l'OIM et l'Union européenne, le gouvernement du Cameroun, par certaines l'Observatoire national de la jeunesse, qu'ils essayent, n'est-ce pas, de faire ce qu'ils peuvent, mais nous dirons peut mieux faire, parce que c'est juste un pan. Nous avions 3 zones de migration. Ils s'occupent de la zone européenne, jusqu'ici, dans le corridor de la Méditerranée, l'Afrique de l'Ouest, du Nord et l'Europe. Maintenant,
d'autres zones, notamment l'Asie. On a encore vu une vidéo où les jeunes africaines sont bloqués au Koweït. Ce n'est pas la première fois. Qu'est-ce qu'on en fait avec cela? Qu'est-ce qu'on en fait avec ceux qui sont de l'autre côté des Amériques? Il y a à peine 3 mois, on a vu une Camerounaise qui était morte au Panama, laissant son enfant sur la route des États-Unis. Donc, il faudrait qu'on prenne aussi compte, n'est-ce pas, de ces 2 zones qui sont, je le disais tantôt, l'Asie en général, dans le Proche du Moyen-Orient, l'Asie, et puis les Amériques de manière générale, pour que et aussi qu'on puisse les ramener, qu'on puisse aussi les prendre en charge, parce que eux, quand ils arrivent même à retourner au Cameroun, sont abandonnés à eux-mêmes. On ne sait même pas où ils sont, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Ils ne sont pas pris en charge par personne, ne serait-ce que du point de vue psychologique, pour essayer de les amener à comprendre que ce n'est pas la fin du monde. Ça, c'est le rôle que nous essayons de jouer en tant qu'anciens migrants, parce qu'en réalité, le courant passe beaucoup plus mieux avec cette emphatie, où justement, nous sentons proches par, n'est-ce pas, des expériences communes que nous avions connues. Ils s'ouvrent catégoriquement à nous et nous discutons, nous parvenons, n'est-ce pas, à les amener à comprendre que ce n'est pas la fin du monde, comme je disais, et que tant qu'on ne meurt pas, rien n'est totalement perdu. Quoique après ce dialogue franc-là, il y en a toujours qui repartent, hein, qui ont toujours cette envie de partir. Vous pensez qu'il y a un remède à cette envie de partir? C'est une utopie ou bien c'est une réalité? Voilà, comment résoudre concrètement ce problème, ou en tout cas le réduire considérablement? Il faut d'abord continuer à organiser des campagnes d'information et de sensibilisation à grande échelle. Après les 2 campagnes que nous avions évoquées, on n'en a pas encore eu d'autres. Je crois, pour ma part, que si nous continuons ce travail d'éducation à la migration, parce qu'en fait, nous ne sommes plus au niveau, nous, dans la REC, nous avons dépassé le niveau de la sensibilisation, nous sommes au niveau de l'éducation à la migration, parce qu'en fait, si nous sommes contre la migration irrégulière, qui crée plus de problèmes que de bonheur, nous sommes pour la migration régulière, parce que la migration régulière est un vecteur du développement. Mais c'est la manière dont cette migration doit se passer. C'est pour cela justement que notre pays devrait mettre beaucoup de bouchons doubles en termes de diplomatie pour, par exemple, avoir plus de visas, ou même des pays avec l'obtention de visas faciles, donc des accords de réciprocité. Mais je pense qu'ici, si ma mémoire est bonne, en attendant que les experts de Minirex, j'irai les voir, mais à mon avis, à mon humble avis, l'information que j'ai, c'est que je pense que c'est le Mali seul où les Camerounais peuvent y aller sans visa, y séjourner sans carte de séjour, rien. Mais d'autres pays, comme par exemple le Sénégal et le Mali, les gens ne le savent pas, sont visa-free avec presque tous les pays musulmans du monde. C'est-à-dire, ça voudrait dire qu'avec un Sénégalais avec son passeport, il peut aller en Tunisie, au Maroc, en Algérie, son passeport, sa subsistance, c'est tout. On ne lui demande plus rien. Donc, je pense qu'à ce niveau aussi, nos dirigeants devraient, n'est-ce pas, mettre un accent sur cet aspect-là, qui pourra justement réduire les cas d'immigration irrégulière. Mais aussi et surtout la multiplicité ou la multiplication des opportunités. Parce que le problème ici, c'est de créer un paradis au Cameroun, en Afrique, pour que la migration cesse d'être un phénomène de vie ou de mort, mais que la personne qui désire partir, nous l'avions dit, c'est un droit fondamental, qu'il soit juste que vous allez peut-être regarder comment d'autres font pour revenir, mais qu'on se sente beaucoup plus mieux chez nous qu'ailleurs, qu'un Camerounais ou un Africain du sud du Sahara puisse être à l'aise chez lui et ne pas envier aller ailleurs, et ailleurs justement que très peu ne connaissent pas malheureusement. Mais en même temps, on ne va pas mettre tous les torts sur l'État. C'est à chacun de créer également son paradis où il se trouve. Le président de la République, dans son discours adressé à la jeunesse en début d'année, demandait aux jeunes d'avoir des modèles tels que Djaïli Amal, tels que tel autre sportif. Quand même, c'est chacun qui devrait faire ce travail-là, d'être ambitieux et pourquoi pas de
se créer son paradis par soi-même. Ça commence par l'agriculture, par exemple. Le président de la République demandait également d'être résilient et il demandait aux jeunes de construire, de rentrer à la terre. C'est peut-être aussi un fondamental, le retour aux fondamentaux qui pourrait aider la jeunesse camerounaise. Oui, c'est vrai. Moi, en premier, j'ai dit que l'État fait beaucoup d'efforts. Avec déjà, si l'OIM au Cameroun, c'est grâce à l'État. Si l'Union européenne est là, c'est grâce à l'État. On est tout à fait d'accord. Mais le problème qui se pose, c'est que, avec ma formation d'électrotechnicien aussi, je considère l'État comme un régulateur de tension. C'est-à-dire, en studio où nous sommes, si nous n'avons pas un régulateur de tension, nous aurons un courant qui va foudroyer tous nos appareils. Nous n'allons pas fonctionner. Surcharge. Et donc, ce régulateur-là devrait mettre, n'est-ce pas, tout en œuvre pour que nous puissions avoir un bon courant, si vous voulez, donc, pour contextualiser la situation, un bon pays où il fait beau vivre, où il y a plus d'opportunités. Moi, en premier, une fois encore, cette année-ci, nous avions créé la plantation du migrant. C'est dans le village de Nkokloum, dans l'arrondissement de Bourmakak, où nous avions mis au sol plus de 3500 pieds, n'est-ce pas, de cacao sur 2,5 hectares, plus de 2000 pieds de bananiers plantains. Nous, en premier, pour montrer aux gens que, effectivement, il y a des choses qu'on doit faire, il y a des choses qui sont possibles sur place. Mais plus tard, nous risquons heurter à une difficulté. Il y a des jeunes qui travaillent. Mais souvent, pour évacuer ce produit dans des zones où on peut les vendre, il n'y a pas de route. Ça crée un problème. C'est pour cela que j'interpelle l'État juste en guise de rappel. Je rappelle, permettez-moi, que justement, la société civile n'est pas contre l'État, au-delà de ce que certains peuvent penser. Mais c'est un accompagnateur de l'État. Le rôle de la société civile consiste à rappeler à l'État ses engagements pris sur le plan interne et externe. C'est de ça qu'il s'agit. Au niveau interne, je parlais tantôt de la régulation, c'est la loi fondamentale qui le dit clairement. L'État s'engage à donner l'emploi à tous les Camerounais. Mais est-ce que c'est ce qui est fait? Sans pour autant oublier une fois encore que nous rencontrons des problèmes depuis un certain temps en rapport avec la sécurité, en rapport avec la santé, donc la Covid-19 et autres. L'État se bat. Mais une fois encore, je dis, peut mieux faire pour que finalement, dans notre pays, pour le cas du Cameroun, qu'on crée un paradis, pour l'Afrique en général, par l'Union africaine, que l'Afrique soit un paradis pour que les autres là-bas chez eux, qu'ils quittent là-bas aussi pour venir. Ça ne peut pas se comprendre, madame, qu'on est dans un pays comme le Cameroun, par exemple, où nous avions plusieurs millions de terres arabes, et qu'on attende que le riz vienne de la Chine, des pays qui nous envoient le riz, et que chaque année, qu'on se retrouve en train d'importer pour 500 milliards de francs CFA le riz et les sardines. Ça ne peut pas se comprendre. Concentrons-nous sur la question de l'immigration clandestine, si vous permettez. C'est vrai, vous avez un peu anticipé dessus, mais je voulais vous demander, au niveau de la REC, quelle est votre actualité? Qu'est-ce qui est en perspective d'ici, en tout cas à court terme, d'ici la fin d'année? Nous continuons à mener les activités d'éducation à la migration. Nous avons ouvert un premier centre d'éducation à la migration à Ezeka, où se trouve d'ailleurs le siège de l'association, où nous recevons ceux qui souhaitent partir, les donner des conseils. Comment est-ce que vous pouvez faire pour voyager? En fait, nous ne faisons pas voyager les gens, nous ne prenons pas les dossiers des gens du tout. Nous disons aux gens que si vous voulez, par exemple, aller en France, allez à l'ambassade de France ou dans le site de l'ambassade de France, vous allez voir tout ce qu'il faut pour voyager. C'est valable pour tous les pays. Je vous ai parlé de notre projet d'insertion en interne dans la REC. C'est un travail énorme. Nous avons mis au sol tout ce que je vous ai dit. Il faut maintenir, n'est-ce pas, l'entretien qui est aussi hyper important, parce que si les plans ne sont pas propres, on n'aura pas de résultats. Et nous pensons que d'ici peu, nous allons avoir beaucoup de régimes de plantains pour montrer déjà à l'opinion qu'il y a des choses à faire. Et quelques années plus tard, notre plantation, notre cacaoyère va continuer, va commencer, n'est-ce pas, à produire.
Et une fois encore, nous allons présenter, n'est-ce pas, à l'opinion qu'il y a des choses qu'on peut faire sur place, que ce n'est pas toujours le ailleurs. On ne dit pas que les gens ne réussissent pas. Mais je voudrais quand même dire qu'aujourd'hui, sur 100 personnes qui partent, à peine 2 arrivent en Europe. Et quand elles arrivent là-bas, un autre combat commence. C'est-à-dire, quand vous y êtes, même si vous aviez 15 doctorats PhD, sans papier, vous ne ferez rien. Vous ne ferez rien du tout. Donc, c'est cette éducation-là que nous donnons aux personnes, à nos compatriotes, pour qu'ils se rendent compte qu'il y a des choses à faire. Pour chuter sur ce sujet, les étudiants, par exemple, nous leur faisons savoir que si vous voulez aller fréquenter à l'étranger, ça coûte beaucoup d'argent. Vous devez avoir énormément d'argent, première chose. Deuxième chose, vous devez choisir des filières qui n'existent pas au Cameroun. Parce qu'en fait, quelqu'un qui, après son bac, veut aller faire le droit en France, par exemple, il ne serait pas évident qu'il puisse avoir un visa. On lui dira que, mais attends, il y a, ne serait-ce que... Il faut trouver des niches. Voilà, ne serait-ce qu'au niveau des universités d'État, il y en a, je crois, 6 au Cameroun où il y a des facultés de droit, où vous payez 50 000 francs. Mais pourquoi vous voulez aller forcément en France? Le droit et en là, France. eux, dans leur tête, ils commencent à voir comme si c'est un moyen pour vous, n'est-ce pas, d'y aller et finalement lâcher les études. Et il y en a beaucoup qui ont procédé à cela. Et c'est cette expérience qui les amène aujourd'hui à limiter pour un certain nombre de filières. En tout cas, c'est les conseils d'un ancien migrant, quelqu'un qui est revenu au pays et qui s'y est installé, en tout cas trouver des niches. Et si vous voulez partir, employer les moyens légaux ou à défaut, faites dans l'entrepreneuriat, entreprenez. Ne soyez pas des Isabelle Pouma. National. Merci d'avoir été notre invité sur la rétro. Merci. C'est ici que s'achève ce programme, mesdames, messieurs. Nous ne saurons refermer ce programme sans rendre un dernier hommage à Coty François, le mastodonte de la musique camerounaise qui s'est éteint cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de Canal 2 International qui se poursuivent. Bon dimanche.